Bonjour à tous. Bienvenue dans notre seconde présentation qui porte sur les amplis opérationnels. Aujourd'hui, nous allons voir la réponse en fréquence de nos amplis opérationnels. Nous avons déjà vu dans les cours précédents la réponse en fréquence des amplificateurs qui utilisent des transistors bipolaires. Nous allons maintenant appliquer ces connaissances aux amplis opérationnels. Il y a évidemment des différences, mais plusieurs concepts seront repris et pourront être réutilisés. Des concepts comme la bande passante, le taux d'atténuation, les fréquences de coupure, ce genre de choses. Vous allez voir que vous allez être à l'aise avec ces éléments. Débutons tout de suite notre présentation. Tout d'abord, vous allez être heureux d'apprendre qu'un ampli up ne possède qu'une seule fréquence de coupure. C'est une fréquence de coupure haute et il n'y a aucune fréquence de coupure basse. Autant dire que la bande passante, comme on peut voir ici, débute à 1 Hz. Donc débute au début de ma plage de fréquence. Par contre, j'ai une fréquence ici de coupure supérieure, une seule fréquence de coupure supérieure, à partir de laquelle mon gain sera atténué à un taux de moins 20 dB par décade. Notre bande passante s'étend donc de 1 Hz jusqu'à la fréquence critique supérieure. Notre gain, après cette fréquence de coupure, va s'atténuer de façon constante de moins 20 dB par décade. À partir du gain en boucle ouverte, ce qui veut dire notre gain qui est très élevé, le gain en boucle ouverte, sera donc atténué de moins 20 dB par décade. Il y a un concept très important, une caractéristique nouvelle que nous allons introduire aujourd'hui, qui s'appelle le gain ou la fréquence ou la bande passante en gain unitaire. Ce sont tous des synonymes. Donc, la bande passante ou la fréquence en gain unitaire, c'est tout simplement quelle est la bande passante lorsque j'ai un gain de 1. Je vous rappelle qu'un gain de 1, c'est l'équivalent d'un gain de 0 dB. Donc, ça veut dire un gain de 1, j'ai la même sortie que mon entrée. Donc, je n'ai pas d'atténuation, je n'ai pas de gain, j'ai simplement un gain de 1. Eh bien, si je regarde sur mon tableau, ici sur mon graphique, lorsque j'ai 0 dB, ce qui est l'équivalent d'un gain de 1, quelle est la fréquence maximale que je peux, en fin de compte, laisser passer dans mon ampli opérationnel pour avoir un gain de 1? C'est ce que j'appelle la fréquence en gain unitaire. Le gain unitaire, gain de 1, qu'on va représenter par la fréquence Ft ici. Donc, lorsque j'ai 0 dB, quelle est ma fréquence maximale ici sur mon graphique? C'est une caractéristique très importante des amplis up et vous allez la retrouver sur toutes les fiches techniques. Cette fréquence en gain unitaire, qu'on peut nommer aussi, vous allez voir fréquemment, c'est un synonyme ou environ, le produit gain bande passante. Le produit gain bande passante, c'est tout simplement la multiplication du gain et de la bande passante à tout point de ma droite d'atténuation. Donc, on a ici une droite d'atténuation constante de moins 20 dB par décade. Eh bien, peu importe sur cette droite où je me situe, si je multiplie le gain en gain standard
et la fréquence, je vais obtenir mon produit gain bande passante ou ma fréquence en gain unitaire. En fin de compte, peu importe où je me trouve sur ma droite, si je multiplie le gain et la bande passante, je vais retrouver ma fréquence en gain unitaire. Donc, si je diminue mon gain, je peux avoir une bande passante plus large, assurément. Alors que si j'augmente mon gain, je vais avoir une bande passante moins large, une bande passante beaucoup plus réduite. Donc, c'est un choix que je vais devoir faire. Je veux travailler à l'intérieur des spécifications de mon ampli-up, des possibilités de mon ampli-up, et on va voir plus tard que si je désire avoir un gain plus élevé, j'aurai malheureusement une bande passante plus mince, alors que si je veux un gain plus petit, je peux avoir une bande passante beaucoup plus large. Mais dans tous les cas, il y a une constante. Si je multiplie le gain et la bande passante, je vais obtenir ma fréquence en gain unitaire ou mon produit gain bande passante. C'est une caractéristique importante et nous allons y revenir plus tard dans la présentation avec quelques exemples. Le produit gain bande passante, vous allez le voir fréquemment sur nos fiches techniques, GBWP pour Gain Bandwidth Product. Vous pouvez le retrouver sur un graphique parfois. Lorsque j'ai 0 dB, comme vous pouvez voir ici, eh bien j'aurai 1 MHz de fréquence. Donc ma fréquence pour un gain unitaire est de 1 MHz. Bon. Allons maintenant sur les effets de notre fréquence dans un ampli-up. Nous allons commencer par nous représenter un ampli-up idéal. Donc si j'ai ici un ampli-up idéal avec une entrée, un signal d'entrée à la borne plus, ma borne moins à la masse et ma sortie. La fréquence va créer un effet dans les composants internes de mon ampli-up qui pourrait s'apparenter en un circuit RC. Donc un circuit passe-bas qui va couper les hautes fréquences. Eh bien évidemment c'est figuré, mais ce circuit RC pourrait représenter l'effet interne qui se produit avec mon ampli-up. Le circuit RC, qui est un circuit passe-bas, va créer non seulement une atténuation des hautes fréquences, mais va aussi créer un déphasage, un retard de mes hautes fréquences. Si nous analysons ce retard, en fin de compte, le déphasage entre la tension V-in et la tension V-out, si j'ai la tension V-in ici en bas, que je la fais circuler dans un circuit RC et que j'ai ma tension V-out, la tension V-out va subir un déphasage. C'est ce déphasage, cet angle de déphasage que nous voulons calculer. Et il va se calculer à l'aide de la fonction tangente. Plus spécifiquement, la fonction de l'inverse de la tangente, soit tangente à la moins 1. Vous avez tous sur votre calculatrice la fonction tan moins 1, qui est habituellement, en fin de compte, si c'est comme sur la mienne, la deuxième fonction en haut du bouton tan. Pour calculer notre angle de déphasage, à tout moment, pour tout circuit d'ampli-up, il faut assurément connaître la fréquence de coupure. On le sait très bien, en bas de la fréquence de coupure, il n'y aura presque pas d'atténuation ni de déphasage.
À la fréquence de coupure, précisément, nous allons avoir 45 degrés de déphasage. Et plus nous augmentons de fréquence, plus nous nous dirigeons vers 90 degrés. Comme c'est un retard, nous avons le moins, juste ici. Et nous avons donc la formule de l'angle de déphasage qui se calcule par moins tan à la moins 1 de la fréquence du signal sur la fréquence de coupure. Donc, moins tan à la moins 1 de F sur FC. Formule très importante pour aujourd'hui. Cet angle de déphasage va nous représenter le retard. On se doute qu'il sera aux alentours de moins 45 à la fréquence de coupure, comme on a déjà spécifié, et qu'il va tendre au maximum vers les moins 90 dans les fréquences très supérieures à la fréquence de coupure, donc des fréquences très atténuées et très déphasées. Allons-y pour un premier exemple. Nous avons un circuit ARC passe bas, donc comme nous avons vu, une résistance suivie d'un condensateur. La fréquence de coupure de mon circuit est de 75 Hz. On sait que c'est une fréquence de coupure haute parce que toutes les fréquences basses vont passer. C'est un passe-bas. À l'aide de notre formule moins tan à la moins 1 de F sur FC, je vous encourage de trouver le déphasage pour chacune de ces fréquences. Qu'est-ce qui arrive si je fais circuler un signal de 10 Hz? On se doute qu'il sera très peu déphasé. Un signal de 25 Hz sera un peu plus déphasé. Un signal de 75 Hz, qui est exactement la fréquence de coupure, devrait être retardé de 45 degrés, en effet. 200 Hz devrait être beaucoup retardé, mais 1 kHz et 100 kHz d'autant plus. Donc, je vous laisse faire ces quelques calculs et nous nous revenons dans quelques secondes pour les réponses. Allons-y. Vous devriez avoir trouvé quelque chose comme ça. Pour 10 Hz, le déphasage est très faible, de l'ordre de 7,6 degrés de retard. À 25 Hz, un peu plus, 18,4 degrés de retard. À 75 Hz, exactement à la fréquence de coupure, nous avons moins 45 degrés. 200 Hz commence à être bien déphasé. On a presque 70 degrés de retard. 1 kHz, 85,7 degrés de retard. Et à 100 kHz, nous approchons le 90 degrés de retard. Soyez sûr d'avoir les bonnes réponses avec ce petit exercice. Bon, continuons. Maintenant, nous avons vu, et c'est relativement simple, comment calculer le déphasage d'un signal qui traverse un seul ampli-up si nous connaissons sa fréquence de coupure. Mais si nous avons un montage de plusieurs ampli-up, ou si nous avons un ampli-up avec plusieurs étages compris dans le même circuit intégré. Dans tous les cas, nous allons avoir plusieurs fréquences de coupure et plusieurs atténuations et plusieurs déphasages de notre signal. Si on pense au gain, eh bien, rappelez-vous que le gain total sera la multiplication de tous les étages si on calcule en gain standard. Donc, 3 étages avec un gain de 10, 10 fois 10 fois 10, auront un gain total de 1000.
Mais si nous travaillons en dB, eh bien, ce sera l'addition des gains en dB qui vont former notre gain total. Donc, si j'ai 3 ampli-up avec un gain chacun de 4 dB, eh bien, j'aurai un gain total de 12 dB par mes 3 étages. À chaque nouvelle fréquence de coupure qu'on va rencontrer, donc à chaque étage, il y aura bien évidemment une nouvelle atténuation. Une nouvelle atténuation de moins 20 dB par décade qui va s'ajouter à la première atténuation. Nous avons donc moins 20 dB par décade jusqu'à ce qu'on rencontre la deuxième fréquence de coupure. Et nous allons atténuer à partir de ce point à moins 40 dB par décade jusqu'à la troisième fréquence de coupure où nous allons atténuer à moins 60 dB par décade. Par rapport au déphasage maintenant, eh bien, si nous avons 3 étages qui se succèdent, eh bien, notre déphasage total sera l'addition de nos déphasages individuels. Ce qui veut dire, si je reprends ma formule moins tan à la moins 1 de f sur fc pour mon premier étage, je vais l'ajouter à moins tan à la moins 1 de f sur fc de mon deuxième étage et je vais l'ajouter au déphasage de mon troisième étage. Je vais donc additionner chacun de ces déphasages individuels. Si j'ai 30 degrés de déphasage par mon premier, 20 degrés de déphasage par mon second et 10 degrés de déphasage par mon troisième, eh bien, j'aurai un déphasage total de l'addition de 30, 20 et 10 pour 60 degrés de retard total. Chaque étage peut avoir sa propre fréquence de coupure. Ce n'est pas le même ampli-up, ce n'est pas le même étage, et chaque étage peut avoir sa fréquence de coupure qui lui est propre. Par contre, le signal qui traverse tous nos étages est le même. Si on injecte de la voix à 500 Hz, eh bien c'est le même 500 Hz qui traverse tous mes étages. Mais chaque étage peut avoir une fréquence de coupure différente. Allons-y avec un exemple pour un montage en cascade de 3 ampli-up qui se suivent. Chacun de ces ampli-up ont une fréquence de coupure qui lui est propre et un gain qui leur est propre. Par contre, mon signal d'entrée est toujours le même, un signal de 2 kHz qui va traverser mes 3 étages avant de se retrouver à ma sortie. Eh bien, je vous encourage à calculer le gain total en décibels pour ces 3 étages et le déphasage total en degrés, donc le retard total pour les 3 étages combinés. Prenez le temps de bien faire cet exemple et nous nous revenons dans quelques secondes avec les résultats. Eh bien, si vous avez bien calculé, vous devriez avoir obtenu un gain total de 87 dB et un déphasage total de 100,3 degrés de retard, donc moins 100,3 degrés. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Commençons par le gain total en dB. En dB, nous avons l'étage 1 de 30 dB, l'étage 2 applique un gain de 45 dB et l'étage 3 un gain de 12 dB. Comme nous travaillons en décibels, nous pouvons additionner les gains de chaque étage.
30, 45 et 12, additionnés ensemble, forment bien 87 dB. Mon signal d'entrée sera amplifié de 87 dB à ma sortie. Qu'en est-il du déphasage? Pour trouver 100,3 degrés de retard, nous avons dû procéder au calcul du déphasage individuel de chaque étage. Tout d'abord, mon premier étage a une fréquence de coupure de 3 kHz. Comme j'ai un signal de 2 kHz qui va traverser tout mon montage, je dois faire moins tan à la moins 1 de 2 kHz sur 3 kHz. Ça me donne un retard de 33,7 degrés, moins 33,7 degrés pour mon premier étage. Mon second étage a une fréquence de coupure de 1,2 kHz, mais c'est toujours le même signal de 2 kHz qui traverse mes 3 étages. Je fais donc moins tan à la moins 1 de 2 sur 1,2 et ça me donne moins 59 degrés, un retard de 59 degrés. Et mon troisième étage a une fréquence de coupure très élevée, de 15 kHz. Un signal de 2 kHz ne sera probablement pas beaucoup retardé, mais allons faire le calcul. Moins tan à la moins 1 de 2 sur 15 me donne moins 7,6 degrés, un retard de 7,6 degrés. Si j'additionne ces trois retards, un retard de 33,7, un retard de 59 et un retard de 7,6 degrés, j'ai au total un retard de 100,3 degrés. Libre à vous de faire ce calcul en combinant dans votre formule les trois étages ou en faisant chaque étage individuellement, mais assurez-vous d'utiliser une méthode qui va éviter les erreurs. Continuons maintenant avec notre notion du produit gain bande passante. Nous savons que lorsqu'on applique une rétroaction négative, donc un des montages d'amplis, comme on a vu, les amplis non inverseurs ou inverseurs, notre objectif, c'est de fixer le gain. On fixe le gain avec une rétroaction négative et avec les résistances ARF et ARI, et on va fixer un gain. Habituellement, on va vouloir diminuer le gain et le contrôler pour qu'il soit plus stable, mais en même temps, on va augmenter la fréquence de coupure. Si on regarde sur notre graphique, si j'ai une fréquence de coupure positionnée ici en boucle ouverte, eh bien, si je crée un circuit de rétroaction négative en boucle fermée, je vais fixer mon gain et en fixant mon gain plus bas, je vais augmenter ma bande passante. Vous vous rappelez du produit gain bande passante? Eh bien, si je diminuais mon gain jusqu'à un gain de 1, je pourrais avoir la bande passante la plus large possible, qui est ma bande passante en gain unitaire, la fréquence FT. Rappelez-vous que le produit gain bande passante est toujours égal à FT, peu importe où je me trouve sur ma droite de moins 20 dB par décade. Si je diminue mon gain, j'augmente ma bande passante. Et rappelez-vous donc toujours que la multiplication de mon gain et de ma fréquence de coupure ou de ma bande passante va toujours me donner la fréquence en gain unitaire. À partir de cette notion,
Si on a une fréquence en gain unitaire pour un certain ampli up, ou mon produit gain bande passante, qui est de 100 kHz. Donc sur mon graphique ici, ma fréquence la plus élevée pour un gain de 1 serait de 100 kHz. Je devrais facilement être capable de trouver la bande passante pour différents montages ou trouver mon gain maximum que je peux amplifier pour un signal avec une certaine fréquence. Donc, tout simplement, avec notre multiplication du gain et de la bande passante, devrait donner 100 kHz. Seriez-vous capable de me trouver la bande passante si je veux amplifier un signal de 3000 fois, ou uniquement de 20 fois, ou de 900 fois? Et ensuite, quel serait le gain maximum si je veux amplifier un signal de, par exemple, 25 kHz ou seulement de 500 Hz? Quelle serait la différence? Prenez quelques temps pour le calculer et on analyse les réponses ensemble. Allons-y. Vous devriez avoir trouvé ces réponses. Pour un signal que je désire amplifier 3000 fois, eh bien, j'aurai une bande passante seulement de 33,3 Hz. Je vais amplifier beaucoup mon signal, mais je vais avoir une très faible bande passante. Si je prends 100 kHz divisé par 3000, ça me donne bien 33,3 Hz. Alors que si je ne veux qu'amplifier uniquement que 20 fois mon signal, bien je vais pouvoir avoir une bande passante de 5 kHz, une bande passante beaucoup plus large, mais un gain beaucoup plus faible. La multiplication des deux me donne bien 100 kHz. Et si je prends 100 kHz divisé par 900, ça me donne bien une bande passante de 111 Hz. C'est le signal avec la fréquence la plus haute que je peux amplifier 900 fois. À sens inverse, si j'ai un signal de 25 kHz, eh bien, c'est un signal avec une fréquence assez élevée. 100 kHz divisé par 25, je ne peux que l'amplifier que de 4 fois. Donc, je peux avoir un gain maximum de 4 pour un signal de 25 kHz. Tandis que si j'ai un signal de 500 Hz, donc un signal très basse fréquence, relativement basse fréquence, je vais pouvoir l'amplifier 200 fois. 500 multiplié par 200 me donne bien mon 100 kHz. Alors que si j'ai un signal de 95 kHz, très haut en fréquence, vous voyez que je suis très près de mon 100 kHz de fréquence en gain unitaire. Mais regardez, je ne peux amplifier mon signal uniquement que de 1,05 fois. Il sera légèrement amplifié au travers de mon circuit. Assurez-vous de bien réussir ces calculs du gain multiplié par la bande passante. Continuons. Maintenant que nous avons bien compris ce concept, on va pousser un petit peu plus loin. Et ça va nous ramener, en fin de compte, quelques concepts du cours précédent. Pour tous les amplis up que vous voyez ci-dessous, nous avons une fréquence en gain unitaire de 750 kHz. Quelle serait donc la bande passante pour chacun de ces montages? Bien évidemment, vous avez une première étape qui doit être de trouver le gain selon nos formules qu'on a apprises dans la dernière présentation. Donc, après avoir trouvé le gain de chacun de ces montages, vous allez pouvoir trouver la bande passante de chacun de ces montages. Prenez le temps de bien faire ces exercices.
Allons-y pour les résultats. Tout d'abord, notre suiveur de tension. Quel est le gain de ce type d'amplificateur? C'est bel et bien un gain de 1. Ce qui veut dire que c'est un gain unitaire. Nous avons déjà notre réponse. Quelle est la fréquence ou la bande passante en gain unitaire? Pour un gain de 1, j'ai une bande passante de 750 kHz. C'est bien la bande passante de mon suiveur de tension. Pour mon ampli inverseur, donc le signal qui rentre à l'entrée inverseuse, quel est le gain de cet ampli? Si vous vous rappelez la formule, moins ARF sur ARI. Moins ARF sur ARI, moins 220 divisé par 16, me donne un gain inverseur de 13,75. Moins 13,75 car c'est un gain inverseur de 13,75 fois. Si j'amplifie de 13,75 fois et que j'ai une fréquence en gain unitaire de 750 kHz, je vais simplement diviser 750 kHz par mon gain de 13,75 pour obtenir ma bande passante du deuxième montage, 54,55 environ kHz. Pour mon troisième, même principe, sauf que c'est un montage non inverseur. Quelle est ma formule de gain? 1 plus RF sur RI. 1 plus 6,8 mégas sur 56 kg me donne bel et bien un gain de 122,4. 1 plus RF sur RI. J'ai mon gain de 122,4. Je prends mon 750 kg divisé par 122,4 et ça me donne une bande passante de 6,1 kHz. Donc, je peux amplifier un signal jusqu'à 6,1 kHz qui sera bel et bien amplifié de 122,4 fois, mais un signal plus haut que 6,1 kHz ne serait pas capable d'être atténué 122,4 fois. Continuons. Nous entrons maintenant dans on pourrait dire la deuxième partie de notre présentation, celle qui nous amène un possible problème. Eh bien, ce problème, on va l'appeler la rétroaction positive. Vous vous rappelez que notre objectif avec un ampli-up, c'est d'avoir pour une stabilité, de contrôler son gain à l'aide d'une rétroaction négative. Rétroaction négative parce que c'est le signal inversé qui est réinjecté. Les deux signaux vont donc se soustraire et vont diminuer mon gain. C'est une rétroaction négative. Si le signal n'était pas inversé, si on réinjectait le même signal qu'on a à la sortie, eh bien, on aurait une rétroaction positive. Les deux signaux s'additionneraient ensemble et on aurait donc un ampli-up qui deviendrait très, très instable. On pourrait dire qu'il entrerait même en oscillation, étant donné qu'il atteindrait toujours sa tension de sortie maximale, étant donné que le gain serait extrêmement élevé et en plus de ça, on réinjecterait le signal qui s'ajouterait à notre signal d'entrée et on aurait une rétroaction positive instable. C'est un phénomène qu'on veut éviter. Si je me ramasse avec un déphasage trop grand, soit un déphasage de 360 degrés, eh bien, au final, c'est comme si je réinjecte un signal qui n'est pas inversé.
si je déphase de 360 degrés, je me ramasse donc avec le même signal que je réinjecterai à l'entrée et j'aurai une rétroaction positive. Comme ma rétroaction va déjà créer un déphasage de 180 degrés, parce que je veux réinjecter le signal inversé, eh bien, on peut donc dire qu'il me reste une marge de 180 degrés pour mes ampliopes, pour le déphasage total de mes ampliopes, avant d'atteindre ce qu'on va appeler ma rétroaction positive. Donc, je ne veux pas que le déphasage de mes ampliopes additionnés ensemble atteigne 180 degrés, parce que sans ça, je réinjecterais un signal non déphasé et je réinjecterais donc un signal en rétroaction positive. Je dois donc limiter mon déphasage total de tous mes étages d'ampliopes pour ne pas réinjecter un signal en rétroaction positive. On peut donc dire que j'ai une marge, qu'on appelle la marge de phase, de 180 degrés, moins le déphasage que mon ampliope va causer. C'est comme ça qu'on calcule la marge de phase restante avant d'atteindre la rétroaction positive, qui est, comme on a mentionné, une condition qu'on veut éviter. C'était notre théorie de base. Allons maintenant appliquer ceci. En passant, pour garder, on pourrait dire, une marge d'erreur, on veut se conserver environ 45 degrés de marge de phase. Donc, avoir au moins 45 degrés avant d'atteindre le total de 360 pour la rétroaction positive. On veut être sûr de ne pas réinjecter le signal en phase et donc d'avoir une rétroaction positive. Si j'ai, par exemple, un montage de 3 ampliopes avec une rétroaction à la sortie de mon troisième ampliope qui revient jusqu'au premier. J'injecte une fréquence de 5 kHz. Eh bien, vous voyez sur mon graphique ici, j'ai ma bande passante, j'ai mon gain, excusez-moi, ici, dans ma bande passante, jusqu'à ma première fréquence de coupure, qui est de 1 kHz. Mon premier ampli va donc atténuer à un taux de moins 20 dB par décade, jusqu'à ma deuxième fréquence de coupure, qui est dans le cas présent de 10 kHz. Je vais donc atténuer de moins 40 jusqu'à ma troisième fréquence, qui est dans le cas présent, par exemple, de 100 kHz. Et je vais donc atténuer ensuite de moins 60 dB par décade, comme j'ai traversé les 3 fréquences de coupure. Si je désire injecter un signal de 5 kHz, donc un peu plus grand que ma fréquence de coupure numéro 1, mais je ne suis pas encore dans ma deuxième fréquence de coupure. Comment puis-je calculer ma rétroaction, excusez-moi, mon déphasage total de mes 3 étages? Eh bien, je vais utiliser la formule qu'on a déjà étudiée, moins tan à la moins 1 de f sur fc pour chacun de mes étages. Donc, FC1 est de 1 kg, FC2 est de 10 kg et FC3 ici est de 100 kg. Mais le signal qui traverse ces 3 étages est de 5 kHz. Je vais donc faire 5 sur 1, ensuite 5 sur 10 et ensuite 5 sur 100, moins tan à la moins 1 de chacun de ces rapports, et j'ai donc un déphasage total, un retard de 108 degrés. Soyez sûr d'être capable d'arriver à la même réponse. Si j'ai un déphasage total de 108 degrés et que j'ai une marge de phase qui est égale à 180 moins le déphasage actuel, donc 180 moins 108,
en valeur absolue ici, j'ai un total de 72 degrés de déphasage, on pourrait dire, qu'il me reste. Je pourrais encore déphaser de 72 degrés avant d'avoir une rétroaction positive qui serait problématique. Ma marge de phase est supérieure à 45 degrés. J'ai donc beaucoup de latitude, on pourrait dire. J'ai beaucoup de marge de phase encore de disponible. Je suis dans un système stable. Je n'ai aucune chance d'atteindre une oscillation due à la rétroaction positive. Mon montage est donc stable. Allons avec un deuxième exemple, où cette fois-ci, pour exactement le même circuit, j'ai une fréquence de 30 kHz. 30 kHz, je vais donc la faire traverser mes 3 étages et calculer mon déphasage total de la même façon. 30 kHz par rapport à 1, 30 kHz par rapport à 10 kg et 30 kHz par rapport à 100 kg. Si vous faites le déphasage de ces 3 étages, vous devriez avoir un retard total de 176 degrés. On est beaucoup plus proche du 180 degrés qui nous cause un problème. Ma marge de phase, 180 moins 176, est uniquement de 4 degrés. J'ai seulement 4 degrés, on pourrait dire, de marge avant d'atteindre une rétroaction positive et une problématique là, de mon ampli-up, de mon montage. On peut donc dire que je ne suis pas tout à fait en rétroaction positive, mais dépendamment de la circonstance, ça peut même dépendre de la température de fonctionnement de mon ampli, de certaines tolérances de mes composants internes, eh bien, ma stabilité est assez marginale. Ce qui veut dire que je peux être stable selon certaines circonstances et ensuite tomber instable et entrer en oscillation. Donc, on peut dire, je joue un peu avec le feu. Je suis trop proche de ma rétroaction positive. J'aimerais me garder 45 degrés là, de tolérance de marge de phase. Et si on pousse notre exemple encore un peu plus loin et qu'on essaye d'injecter une fréquence de 500 kHz au travers de ces 3 étages, eh bien, je vous encourage à refaire le calcul. Quel est votre déphasage, votre retard total avec 500 kHz en utilisant cette formule? Vous devriez avoir un déphasage total de 258 degrés de retard. 258 degrés de retard, j'ai dépassé mon 180, j'ai donc une rétroaction positive. J'ai dépassé mon, on pourrait dire, 180 degrés pour ma rétroaction et 180 degrés de déphasage qui me donnerait 360. J'ai même dépassé cette valeur. Je l'ai dépassé de 78 degrés. Je suis en plein en rétroaction positive. Le signal que je vais réinjecter peut en ce moment être en phase avec le signal d'entrée et s'additionner l'un l'autre. Je suis en instabilité. J'ai une rétroaction positive, ma marge de phase est plus petite que 0. Voilà nos 3, on pourrait dire, réactions possibles. Et si nous résumons ce que nous venons de découvrir, eh bien, si vous avez remarqué, ma première fréquence que j'ai injectée se trouvait dans la courbe ici, ou sur la droite plutôt, de moins 20 dB par décade, entre ma fréquence de coupure 1 et ma fréquence de coupure 2. Et si je me trouvais sur la droite moins 20 dB par décade, j'étais stable. Alors que pour une fréquence qui se trouvait sur la droite de moins 40 dB par décade,
eh bien, j'étais parfois stable, mais c'était possible d'être instable. C'était un endroit un peu dangereux. Et si j'allais à l'extrême, sur ma droite de moins 60 dB par décade, et que c'était une fréquence qui se trouvait sur cette droite que je tentais d'injecter, eh bien, j'avais une rétroaction positive, j'étais instable. On peut donc dire que notre objectif est de fixer notre fréquence sur une droite de moins 20 dB par décade, ce qui nous assurerait une stabilité de notre signal et de notre fonctionnement de notre ampli-up. C'est un peu la déduction que nous venons de faire avec notre analyse de la rétroaction. Qu'est-ce que ça amène, cette déduction? Eh bien, continuons. Cela amène à ce qu'on appelle, on pourrait dire, une solution à notre problème d'instabilité, qui est la compensation de phase. La compensation de phase, notre objectif, c'est de fixer notre fréquence de coupure, et donc notre gain, sur la droite de moins 20 dB par décade. On veut s'assurer d'être sur la droite de moins 20 dB par décade. Pour s'en assurer, nous allons effectuer ce qu'on appelle une compensation de phase. Et le but de la compensation de phase, c'est de prolonger, d'allonger la droite de moins 20 dB par décade. Pour allonger ma droite de moins 20 dB par décade, eh bien, je peux ajouter, là évidemment c'est figuré, je peux ajouter un circuit RC entre mes étages qui va me créer une fréquence de coupure plus basse et qui va donc atténuer plus tôt mon circuit, mon signal. Mon atténuation va débuter plus rapidement. Au lieu de débuter à ma fréquence de coupure 1, ici, mon moins 20 dB par décade, je vais débuter mon atténuation plus tôt. Je vais, on pourrait dire, saboter ma bande passante en faisant débuter mon moins 20 dB par décade plus tôt. Mais en échange, vous voyez que celui-ci peut aller à des gains plus bas. Je vais donc allonger, j'ai plus de possibilités sur ma droite moins 20 dB par décade. J'ai donc plus d'amplification, j'ai plus de gains qui vont être stables, car ils vont se trouver sur ma droite de moins 20 dB par décade. C'est l'objectif de ma compensation de phase. Nous allons voir quelques méthodes pour compenser la phase, mais dans tous les cas, l'objectif est le même. On pourrait dire un peu saboter notre bande passante en faisant commencer notre atténuation plus tôt, dans le but que mon moins 20 dB par décade dure plus longtemps. Allons-y avec une première méthode qui est la plus simple, celle par le manufacturier. Certains ampli-up vont avoir ce qu'on appelle une compensation interne en compensation complète. Une compensation complète, c'est que le manufacturier va avoir limité volontairement sa bande passante à l'intérieur dans le but de prolonger le moins 20 dB par décade jusqu'au gain unitaire. Ce qui veut dire que dans toute la bande passante, jusqu'à la fréquence en gain unitaire, nous allons avoir un ampli stable, avec un taux de moins 20 dB par décade, et donc, on le sait, si on est quelque part sur la moins 20 dB par décade, nous allons avoir un déphasage qui est stable, sans rétroaction positive. Le manufacturier va donc nous vendre un ampli-up qui a une bande passante plus mince, réduite, mais en échange, il assure que peu importe mon branchement, mon ampli-up sera stable. C'est la première méthode de compensation, celle que le manufacturier fait pour nous.
Sur toute sa plage de fréquence, notre ampli-up est stable, mais on a évidemment perdu du produit gain bande passante, perdu du gain ou de la bande passante. Une seconde méthode de compensation de phase est la compensation par condensateur. Les ampli-up peuvent offrir des bornes de compensation, souvent ça va être la borne 1 et la borne 8, entre lesquelles on doit brancher un condensateur. Ce condensateur va venir volontairement diminuer notre bande passante. Plus le condensateur est gros, plus la nouvelle fréquence de coupure est basse. Ce qui veut dire que si j'ajoute un condensateur de, par exemple, 3 picofarad, je vais avoir une nouvelle droite ici de moins 20 dB par décade qui débute plus tôt, mais qui peut aller plus bas, on pourrait dire, là, ici, dans mon graphique. Et si je désire avoir une compensation complète, je vais mettre un condensateur encore plus gros. Ma fréquence de coupure sera plus basse. Mon atténuation de moins 20 dB par décade débute plus tôt, mais se dirige jusqu'à ma fréquence en gain unitaire jusqu'ici. Donc, sur toute ma plage de fonctionnement de mon ampli, je vais être stable. Il y a une dernière méthode qui n'est possible que par les ampli-up inverseurs, et c'est ce qu'on appelle la compensation par réacheminement avant. C'est un peu comme le principe que nous venons de voir avec un condensateur ici, sauf qu'il est situé entre l'entrée dans un ampli-up inverseur et presque ma sortie, en fin de compte. La borne 1 qui est juste avant mon étage de sortie. L'objectif, c'est que les hautes fréquences, vous vous doutez que les hautes fréquences voient le condensateur comme un court-circuit, donc les hautes fréquences vont contourner mon étage et vont être réinjectées vers la sortie. Mon condensateur, ici, branché entre mon entrée et ma sortie, va faire cet effet de compensation de phase. Et plus mon condensateur est gros, eh bien, plus ma fréquence de coupure va être plus basse et plus je vais allonger ma droite de moins 20 dB par décade. Comparé aux autres montages, c'est le montage qui offre la meilleure bande passante, étant donné que les hautes fréquences peuvent traverser ici et ne pas être déphasées par mon premier étage d'ampli-up. C'est donc un montage un peu plus particulier, mais qui est utilisé quand on désire avoir la plus large bande passante possible, tout en demeurant stable. Eh bien, avec tout ça, nous avons vu plusieurs concepts intéressants qui tournent autour des ampli-up, et je vous encourage à faire cet exemple complet. C'est un exemple qui regroupe un peu toutes les notions qu'on a vues la semaine passée et cette semaine, dans un exemple complet, et je vous encourage à être bien à l'aise avec ce type d'exemple. C'est un numéro que j'apprécie beaucoup, étant donné qu'il fait un retour sur l'ensemble des notions. Nous avons comme seule information de la fiche technique la fréquence en gain unitaire, FT, qui est de 2 MHz. Tout le reste, vous êtes capable de le déduire. Nous avons un montage ici que je vous laisse définir le type de montage. Je vous laisse définir le gain créé par mon montage avec ces deux résistances. Quelle serait donc la bande passante? Quelle serait la tension de sortie pour un signal de 10 mV à l'entrée? Quel est le rôle de AR1 qui est positionné ici et quelle serait sa valeur? Quel est le rôle de AR2 ici qui est variable?
Et quel est le rôle de C1, le petit condensateur qui est situé ici? Prenez le temps de remplir ce numéro et nous revenons avec les réponses. Allons-y pour nos explications. Tout d'abord, pour le type de montage. Notre signal entre par la borne plus. Eh bien, c'est un bon signe que c'est un montage non inverseur. Quel est le gain en boucle fermée d'un montage non inverseur? Si je rentre par le plus, c'est 1 plus RF sur RI. 1 plus RF sur RI va me donner 166 de gain. Mon gain de 166, quelle est ma bande passante? Eh bien, si j'avais un gain de 1, j'aurais une bande passante de 2 MHz, mais j'ai un gain de 166. Je fais donc 2 MHz divisé par 166 pour avoir une bande passante de 12,05 kHz. Le signal, la plus haute fréquence que je peux amplifier de 166 fois est 12,05 kHz. Un signal de 13 kHz ne pourrait pas être amplifié 166 fois. Quelle est ma tension de sortie dans cette condition? Eh bien, j'ai un signal de 10 mV peak-to-peak avec un gain de 166. J'ai tout simplement 1,66 V à la sortie, 166 fois mon signal d'entrée. Quel est le rôle de R1 et quelle est sa valeur? Eh bien, R1, si vous vous rappelez, c'était la petite résistance qu'on ajoutait pour compenser le courant de polarisation de mes bornes. Eh bien, il y a une chute de tension aux bornes de 2K en parallèle avec 330K et je veux la compenser pour mon autre borne. Je vais donc appliquer ici, ajouter une résistance de 2K en parallèle avec 330K de presque 2K, 1,99 kΩ. Et la chute de tension aux bornes de cette résistance va compenser la chute de tension aux bornes de mes autres résistances, telles que nous avons vues la semaine passée, dans notre première présentation. Quel est le rôle de R2 ici? Résistance variable, potentiomètre, ici, branché entre mon alimentation négative, et les bornes 1 et 5. Eh bien, c'est ma compensation pour ma tension de décalage. On se rappelle que même si j'avais 0 et 0 parfaitement à l'entrée, il y aurait une petite tension de décalage à ma sortie. Et c'est mon potentiomètre R2 qui me permet d'ajuster ici afin d'avoir un parfait 0 à la sortie et de faire ma compensation pour cette petite tension de décalage qui est présente. Et dernier élément que nous venons d'étudier aujourd'hui, quel est le rôle de C1 ici, entre la borne 1 et 8? Eh bien, c'est ma compensation de phase. C'est le condensateur qui va, on pourrait dire, diminuer volontairement ma bande passante afin d'assurer une plus grande stabilité de mon ampli-up. Eh bien, voilà pour notre résumé. Voilà pour les notions d'aujourd'hui sur notre réponse en fréquence de nos ampli-up. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas que nous ne voulons qu'une rétroaction négative avec nos ampli-up et je vous souhaite une très bonne fin de journée.